Nous allons voter cette motion de rejet du projet qui nous est soumis par le gouvernement, puisque à ce jour, nous n'avons pas entendu d'arguments fondés justifiant cette demande de prorogation. Aucun des éléments juridiques à disposition ne souscrivent à ce que vous prétendez ou sous-entendez, que ce soit le gouvernement ou la rapporteure, comme quoi, si nous ne votons pas aujourd'hui, nous serions démunis. Il existait déjà avant l'état d'urgence sanitaire, il existe actuellement dans le droit commun des dispositions qui permettraient au gouvernement de prendre les mesures adéquates. Et même si la situation le rendait nécessaire, vous pourriez à nouveau ressaisir l'outil de l'état d'urgence sanitaire que vous avez mis en place pour pouvoir étendre encore plus vos dispositions. En vérité, ce texte, c'est une forme de bavardage parlementaire. Il y a 2 ou 3 mesures qui sont différentes du texte d'état d'urgence sanitaire et qui pourraient être activées sans ce texte. Il s'agit d'un bavardage qui vise en fait à masquer ou maladroitement, grossièrement masquer votre bilan catastrophique en la matière. Depuis 9 mois, vous ne nous avez donné aucune raison pour vous faire confiance dans la gestion de cette crise sanitaire. Bien au contraire, tout s'accumule et se cumule pour montrer votre incompétence, votre incohérence et votre refus obstiné, y compris d'entendre les propositions nombreuses qui ont été faites par la France insoumise, mais aussi par d'autres groupes d'opposition, pour planifier, pour organiser, pour anticiper un certain nombre de mesures. Et on le voit encore aujourd'hui, à l'heure actuelle. Voilà pourquoi il nous semble totalement cohérent de voter cette motion de rejet en toute responsabilité. Et c'est parce que nous sommes responsables que nous ne pouvons pas accorder notre confiance à un gouvernement qui a fait la preuve patente de sa totale irresponsabilité. L'état d'urgence qui a été mis en place en mars 2020 a été prolongé en mai 2020 pour une durée de 2 mois, sans planification ni aucune précaution sociale. Rappelons que à l'étude comparative, on se rend compte qu'on peut se questionner, on devrait plus se questionner ici et au gouvernement sur l'efficacité d'ailleurs de cette gestion. Quand on regarde avec un pays voisin auquel ce gouvernement ne cesse de nous comparer pour aligner vers le bas les protections sociales et autres, du point de vue des nouveaux cas, on est à 11 000 en France contre 1 millier en Allemagne, l'incidence de 104 en France contre 13 en Allemagne, en réanimation ou en taux de positivité 7,4% en France contre 1,19% en Allemagne, et des décès de 3 à 1, 21 000 en France contre 9 000 à peu près en Allemagne. Ce sont des chiffres de France TV Berlin qui devraient questionner tous et toutes sur l'efficacité réelle des mesures prises et dont on nous dit qu'on va continuer comme ça et on vous donnera la possibilité de proroger cette gestion qui, de notre point de vue, ne fait pas face aux enjeux sanitaires de la manière dont il faudrait, ne prépare pas suffisamment la catastrophe économique et sociale qui est déjà en cours. Je vous renvoie au baromètre sorti il y a quelques jours par le Secours catholique et surtout remet en cause un certain nombre de libertés fondamentales. Des droits qui ont déjà été depuis plus d'1 an rabotés par ce gouvernement. Là aussi, je vous renvoie au dernier rapport d'Amnesty International sur les restrictions, l'arbitraire dans le dit maintien de l'ordre, qui a été en vérité une remise en cause du droit de manifester du point de vue policier et judiciaire. Et en vérité, cet article consacre une politique dont je rappelais l'inefficacité sanitaire et surtout le caractère extrêmement sécuritaire. Voilà pourquoi nous appelons à la suppression de cet article qui ne répond absolument à aucun des enjeux qui sont réels, importants de la situation. Alors non, Madame la rapporteure, nous n'arguons pas uniquement de l'article L3131 du Code de santé publique pour appuyer notre propos, affirmant que les dispositions du droit commun permettraient au gouvernement d'agir et d'agir de manière réactive. Nous parlons du L3131 jusqu'au L3131-11, il y a un certain nombre de dispositions, y compris en dehors du Code de la santé publique, qui le permettraient. Vous avez le L3115-1 au L3115
15-13 qui permettrait également, vous avez dans le code du commerce des mesures, bref, vous avez l'embarras du choix d'un corpus législatif qui donne les moyens, qui donne des pouvoirs, parfois, y compris de notre point de vue, trop vagues, trop flous, trop étendus, au gouvernement pour agir. Et encore une fois, revenons-en au bilan, parce que vous nous demandez de proroger d'un processus que nombre d'observateurs et d'observatifs du droit estiment être un objet flou, non identifié, et de par cette nature-là, problématique au regard du droit et de la loi, sans jamais porter les bilans de ce que vous avez fait jusque-là et des pouvoirs que vous avez exercés jusque-là, qui, de notre point de vue, c'est un bilan qui est pour le moins contrasté pour être diplomate. Quand j'arguais des chiffres, chers collègues de la majorité, en Allemagne, ce n'est pas pour dire, voyez, ils contraignent plus que nous, donc on devrait être satisfait. C'est pour poser la question de pourquoi est-ce qu'on a cet énorme différentiel. Et quand on pose cette question, on pose la question effectivement de votre bilan et des raisons pour lesquelles, en plus de ce qui a été dit par de nombreux collègues, l'incohérence des mesures, on empêche des jeunes d'aller manger des pâtes ou autres pour sortir ou s'amuser, mais on les laisse s'entasser dans des amphithéâtres bondés sans donner les moyens à l'enseignement supérieur d'avoir une vraie politique sanitaire et que les protocoles puissent être respectés. C'est totalement incohérent. Et en faisant cela, en fait, vous alimentez le discrédit d'un pouvoir, d'un gouvernement et de mesures qui devraient être aujourd'hui acceptées et consenties par la population. C'est la population qui a assumé l'ensemble du choc sanitaire parce que nous n'étions pas préparés. Quand il y a eu le confinement, la quasi-totalité de la population l'a respecté, malgré des contraintes énormes, et sans avoir toujours les moyens, notamment en termes de masques et de moyens de protection. Je rejoins les propos de notre collègue Lecoq, y compris parce que nous avons tous et toutes en tête, je crois, ce qui s'est passé lors du moment où le gouvernement a décrété l'état d'urgence, la veille d'élections importantes. On sait la fracture démocratique et l'abstention, comment en circonstances normales, tout cela est très fort et important, et les effets qu'ont eu cette communication et ces choix encore questionnants qu'a fait le gouvernement à ce moment-là. Je voulais aller dans le sens de nos collègues, y compris en reprenant les arguments du gouvernement. On peut comprendre le caractère un peu incertain de la situation, et en partie, les scientifiques le disent eux-mêmes, la situation est évolutive. Et des choses qu'on dit aujourd'hui peuvent nécessiter d'être revues. Mais c'est justement pour ça qu'on ne peut pas donner autant de pouvoir exorbitants au gouvernement sur une aussi longue période. C'est parce qu'il faut pouvoir s'adapter que le Parlement doit pouvoir être consulté. D'autant plus, et je termine là-dessus, et cela a été dit, encore nous n'avons pas de réponse là-dessus, que nous savons que le contrôle parlementaire est défaillant. Défaillant pourquoi ? Parce que des ministres peuvent se présenter devant une commission d'enquête parlementaire et mentir. Mentir, c'est ce qui a été fait. Merci, et nous craignons que c'est ce que vous continuez à faire. Concernant cet article, de la même manière que nous étions opposés à la volonté du gouvernement de maintenir ce système qui remet en cause un certain nombre de principes, notamment sur l'enjeu de protection des données médicales, il nous semble qu'avec un article qui permet de prolonger ces dispositifs, la mise en œuvre d'un certain nombre de systèmes d'information, et y compris avec le choix fait par le gouvernement de maintenir des dispositifs tels que Stop Covid, qui ont montré leur inefficacité de manière assez patente, alors que leur effectivité n'est absolument pas avérée. Il nous semble problématique que le gouvernement ait mis autant de moyens et d'énergie sur des dispositifs qui posent problème. Je rappelle que la CNIL, qui a rendu public son avis trimestriel sur les conditions de mise en œuvre des traitements SIDEP, Contact Covid et Stop Covid, pointe elle-même un certain nombre de problèmes sur le fait que le fichier Contact Covid recueille des informations sur des cas contacts et des chaînes de contamination, et en présentant des niveaux de protection des données personnelles très différentes. Et la CNIL déplore aussi que pour le système Stop
contact Covid l'existence de certaines pratiques assez insatisfaisantes et le fait que le rapport que le gouvernement a adressé au Parlement ne fait pas état d'éléments plus précis. Nous posons la question de savoir pourquoi ces systèmes sont maintenus si la nécessité de conserver n'est pas précisément justifiée. Nous craignons qu'en fait, comme pour un certain nombre de mesures problématiques dans ce texte, l'effet transitoire se transforme en effet permanent et entraîne un processus de marchandisation des données de santé qui est déjà entamé et qui remettra en cause à la fois la question des données personnelles et de la protection contre une marchandisation problématique. Oui, dans la lignée de l'opposition à la prorogation des systèmes qui n'ont pas fait preuve d'une efficacité sanitaire certaine, il nous semble que derrière, il y a le processus d'accélération de la conservation et de la concentration des données de santé issues de la loi de juillet 2019 qui a mis en place ce Health Data Hub que le gouvernement a choisi d'héberger sur la plateforme de Microsoft. Et avec cela, en fait, c'est une des raisons par l'expérience qui nous fait nous opposer à cet amendement, puisque le choix gouvernemental fait peser un certain nombre de problèmes. En tant que société états-unienne, Microsoft est soumis à la législation américaine, en vertu desquelles l'entreprise peut être amenée à communiquer à ce gouvernement ces informations, même quand elles sont localisées à l'étranger, ce qui met en péril la souveraineté de ces données. Sur la protection des données personnelles, un opérateur privé qui stocke des informations et qui sont soumises au secret médical fait peser pour ces informations des risques de compromission des données. D'ailleurs, le choix d'un géant du numérique fait craindre que ces données soient exploitées. En novembre 2019, le Wall Street Journal avait d'ailleurs révélé la récupération par Google de données médicales de millions d'Américains et d'Américaines pour l'utilisation dans son cloud. Et je rappelle enfin les alertes nombreuses du Conseil national des barreaux qui parlent des risques de violation du secret médical et d'atteinte au droit au respect de la vie privée, du Conseil national de l'ordre des médecins qui met en garde sur le fait que les infrastructures de données, plateformes de collecte et d'exploitation constituent un enjeu majeur sur les plans économiques, scientifiques et de cybersécurité, et du collectif rassemblant une vingtaine d'organisations et de personnalités, dont le Conseil national du logiciel libre et le syndicat de la médecine générale, qui ont aussi alerté sur ces questions. J'espère que l'Assemblée continuera à avoir la lumière et acceptera cette demande de rapport qui nous semble indispensable, y compris du point de vue du gouvernement, même si il a fait un peu des pas de deux de travers sur la question du port du masque, de l'utilité du masque. Aujourd'hui, la ligne semble être qu'il est indispensable, que c'est un outil indispensable de la protection sanitaire. Or, vous refusez toujours de fournir gratuitement à l'ensemble de la population ces masques, tout en pointant le risque que les mesures de protection, les gestes individuels soient moins suivis. Un des risques principaux que ces gestes de protection soient moins suivis, c'est que les personnes individuellement et les foyers n'aient pas les moyens de continuer à se fournir en masques, qui reste un coût extrêmement important pour notamment les foyers modestes. Et il nous semble nécessaire d'avoir des réponses un peu précises, outre le refus, comme cela a été le cas pour notre proposition de loi, de la gratuité des masques. Donc c'est pourquoi nous demandons un rapport pour évaluer le coût et surtout les raisons qui amènent le gouvernement à refuser systématiquement cela.